Quand Paris chancelle sous près de 4 000 milliards d'euros de dette, qui mérite encore le titre de professeur d'économie? La France, jadis référence incontestée, ploie désormais sous une dette publique qui a franchi le seuil des 115% de son produit intérieur brut. Cette somme vertigineuse dépasse la taille même de son économie. Dans les coulisses du pouvoir, la peur grandit. Chaque année, l'État consacre des dizaines de milliards rien qu'aux intérêts, soit davantage que ce qu'il investit pour l'éducation de ses enfants. Mais alors que Paris s'enlise, l'Afrique, longtemps perçue comme l'élève obéissant, commence à remettre en cause l'exemplarité de son ancien maître. Aujourd'hui, ce sont les Africains qui questionnent les dogmes français, osant inventer de nouvelles manières d'aborder souveraineté, stabilité et croissance. Désormais, l'élève exige des preuves et refuse d'accepter des leçons sans fondement. Derrière ces chiffres, un bouleversement silencieux redessine l'ordre mondial. L'Afrique ne se contente plus de regarder l'Europe en crise. Elle devient le laboratoire d'idées neuves, d'audace financière et de modèles alternatifs qui défient les vieux préceptes. L'ancienne puissance vacille, tandis qu'un nouveau pôle d'innovation émerge sur le continent africain. Ignorer cette mutation, c'est risquer de manquer l'aube d'une nouvelle ère. C'est s'exposer à rester prisonnier d'un passé révolu, à sacrifier l'avenir de toute une génération, et à répéter les erreurs qui ont mené à la faillite. Mais comment la France, si fière de ses fondations, a-t-elle pu glisser ainsi? Pour comprendre ce basculement, il faut revenir à la source de la crise. 52 années de déficit, des promesses de réformes sans lendemain, et la spirale de la dette qui s'accélère. La France, jadis symbole de rigueur financière, s'est piégée elle-même dans un engrenage sans fin. Depuis l'année 1973, elle n'a jamais équilibré son budget. Plus d'un demi-siècle à vivre à crédit, fondant tout sur une croyance, la croissance finirait toujours par réparer les excès du présent. Mais chaque crise récente a fait exploser les compteurs. La pandémie de Covid a servi de prétexte pour ouvrir en grand les vannes de l'emprunt sous couvert d'urgence sanitaire. Puis la crise énergétique provoquée par la Russie a justifié des milliards supplémentaires, cette fois pour limiter la flambée du gaz et de l'électricité. À chaque choc, la réaction reste la même, emprunter davantage, reporter les réformes structurelles. Ce cercle vicieux est devenu addiction nationale. Résultat? La dette française frôle aujourd'hui les 4 000 milliards de dollars. Rien que les intérêts annuels dépassent le budget total de l'éducation nationale. C'est une montagne invisible dont le poids menace l'avenir du pays. Chaque euro emprunté aujourd'hui est une ardoise laissée aux générations futures. Même la paix sociale s'achète désormais à crédit. Pourtant, jamais le malaise n'a été aussi vif au sein de la société française. Ce sont donc les citoyens d'aujourd'hui, mais surtout leurs enfants, qui voient leur avenir hypothéqué pour sauver un modèle épuisé. Et pour l'Europe, la lente dérive du modèle français n'est plus un détail. C'est une menace directe sur la stabilité du continent tout entier. Le plus frappant? Il suffit de regarder en arrière. Pendant des décennies, la France imposait à l'Afrique une discipline budgétaire de fer, exigeant sacrifice et austérité. Aujourd'hui, les rôles semblent s'inverser. Qui peut encore donner des leçons entre morale et double standard? Mais cette bascule n'est pas qu'un effondrement français. Elle ouvre une brèche. L'Afrique, longtemps sous tutelle, a désormais l'opportunité d'inventer ses propres règles et de réimaginer la souveraineté économique. Pourquoi la rigueur imposée à Bamako se transforme-t-elle en souplesse à Paris? C'est la question brûlante, celle qui met à nu l'hypocrisie profonde de l'ordre économique mondial. Des années durant, les villes africaines ont subi la loi du Fonds monétaire international. Les missions d'ajustement structurel ont balayé écoles, hôpitaux, subventions. Partout, des cliniques fermées, des universités dépeuplées, des entreprises publiques sacrifiées sur l'autel de la rigueur. L'Afrique a payé le prix fort, des millions de vies bouleversées, pour quelques milliards que l'Occident jugeait trop lourds à supporter. Mais aujourd'hui, Paris, longtemps modèle de discipline, s'autorise l'endettement sans limite. On parle de milliers de milliards empruntés, non pour bâtir l'avenir, mais pour soutenir la consommation, apaiser la rue, subventionner l'essence, acheter la paix sociale à crédit.
Là où on exigeait l'austérité en Afrique, on dépense sans compter en Europe. À chaque crise, Covid, énergie, inflation, la France trouve de nouveaux milliards, tandis que le moindre franc africain est traqué, suspecté, condamné par ces mêmes institutions. C'est là l'ironie tragique. L'emprunt de la France devient stratégie, celui de l'Afrique, faute impardonnable. Les banques internationales ferment les yeux sur l'excès européen, mais imposent la souffrance de Dakar à Abidjan. L'indulgence est réservée à Paris. La douleur reste pour Bamako. Pourtant, alors que l'ancien empire s'enfonce dans la dette et l'impuissance, les anciennes colonies innovent et se relèvent. Start-up, agriculture numérique, monnaies alternatives, au sud, des écosystèmes d'entrepreneurs surgissent là où le FMI ne voyait que chaos. Les solutions prennent racine, souvent nées de la nécessité de contourner la rigueur étrangère. L'Afrique prouve que la créativité naît de l'urgence, quand l'Europe s'enlise dans l'immobilisme. S'accrocher à l'exception européenne, c'est refuser de voir que le monde a changé. La discipline n'est plus l'apanage de l'Occident. L'innovation jaillit là où la survie impose l'audace. Le risque est immense. Persister dans l'illusion d'une hiérarchie figée, c'est s'enfermer dans le déclin, tourner le dos à la réalité, sacrifier l'avenir. L'histoire le démontre, aucune domination n'est éternelle. En France, les promesses d'austérité volent en éclats sous la pression de la rue. En Afrique, une jeunesse façonnée par le sacrifice rêve, enfin, de bâtir selon ses propres règles. Mais le véritable tournant se joue maintenant. Qui aura le courage de rompre avec la vieille logique et d'oser investir dans son propre avenir? Quand Ouagadougou s'illumine, Paris s'enfonce dans la pénombre de la dette. La France, autrefois modèle de rigueur, s'accroche à des générations de créances. Pendant ce temps, l'Afrique invente une nouvelle souveraineté économique, loin des manuels du passé. Ce n'est plus une utopie, mais une réalité qui s'étend de Dakar à Nairobi, du Niger à Maputo. Regardez le Burkina Faso. Plutôt que de tendre la main à des banques étrangères, le pays investit ses propres ressources dans des routes, des hôpitaux et l'électricité. Chaque franc investi construit l'avenir, sans passer par l'emprunt toxique. Prioriser les besoins locaux, refuser les chaînes de la dette, c'est un pari risqué, mais c'est aussi un signal fort envoyé à tout le continent. Au Niger, le vent tourne. Pendant des décennies, l'uranium du pays a alimenté les centrales européennes, alors que les villages restèrent dans l'ombre. Aujourd'hui, une part croissante de cette énergie sert à électrifier les villes nigériennes et à faire naître des industries locales. La logique coloniale s'inverse. L'Afrique garde sa force, la transforme et la multiplie. Le Mozambique, longtemps sous le joug du Fonds monétaire international, écrit une page neuve. Les barrages hydroélectriques ne sont plus financés par le Nord, mais par la solidarité africaine. Coalition régionale, banque panafricaine, fonds souverains. Les projets naissent pour la population locale, par la population locale. Au Ghana, au Rwanda, au Kenya, la transformation va plus loin. Ces pays ne se contentent plus d'exporter cacao, café ou minerais. Ils les transforment sur place. Usines, zones industrielles, incubateurs technologiques fleurissent. Le savoir-faire et la richesse restent enfin au pays. Modernité rime avec autonomie, créativité et fierté retrouvée. L'union fait la force. Grâce à la zone de libre-échange continentale africaine, le commerce s'intensifie entre voisins, sans passer par l'euro ni le dollar. Le système panafricain de paiement et de règlement ouvre la voie à des transactions en monnaie locale. La finance se décolonise, tout comme la production. Pour les Africains, l'heure du choix a sonné. Continuer à exporter la valeur ou l'investir pour bâtir un avenir solide. À chaque décision, ce sont des millions de jeunes vies qui se jouent. Pour l'Occident, l'enjeu est tout aussi existentiel. Perdre influence et crédibilité face à un continent qui n'a plus peur de penser par lui-même. Mais ce basculement ne se fait pas sans résistance. Face à l'éveil africain, l'ancien centre tente de préserver son avantage, quitte à redoubler de pression. Et si la vraie stabilité, ce n'était plus d'obéir à Bruxelles, mais de nourrir, d'éclairer et d'éduquer ses enfants. Jamais la question n'a paru aussi urgente,
alors que les vieilles certitudes occidentales vacillent sous le poids grandissant de la dette. Des décennies durant, l'Occident a érigé ses propres critères en dogme, déficit public sous 3%, dette inférieure à 60% du produit intérieur brut. Pourtant, en France, ces chiffres sonnent désormais creux. Paris s'accroche aux règles, mais s'enfonce dans un surendettement qui ne sert qu'à calmer les marchés et sacrifie l'avenir de ses enfants sans garantir ni paix sociale, ni croissance. Face à cette impasse, l'Afrique invente un nouveau langage. Là-bas, stabilité ne rime plus avec soumission à des critères importés, mais avec autosuffisance alimentaire, investissements locaux et résilience face aux chocs extérieurs. Priorité : nourrir sa population, assurer l'accès à l'énergie, garantir l'éducation, même lorsque les tempêtes soufflent. Plusieurs modèles incarnent ce virage. Le Ghana, jadis simple exportateur de cacao, mise désormais sur la transformation locale pour créer de la valeur et des emplois, rompant le cycle de dépendance. Le Rwanda impose une discipline budgétaire inédite, tout en investissant massivement dans la santé et la technologie. Le Kenya parie sur l'innovation et l'inclusion financière pour accélérer sa croissance. Ces exemples prouvent qu'en Afrique, de nouveaux laboratoires de stabilité et de développement émergent, traçant leur propre route. Pendant ce temps, la France s'embourbe dans une dette qui ne finance plus ni l'investissement ni l'avenir, mais bouche les trous d'un modèle à bout de souffle. L'Afrique, elle, investit dans les infrastructures, l'éducation, les industries locales. Avec des pactes comme la zone de libre-échange continentale africaine, elle brise les frontières héritées de la colonisation et bâtit un marché commun à l'échelle du continent. Mieux encore, une nouvelle génération de banques africaines finance la croissance sans dépendre du bon vouloir des institutions occidentales ou des agences de notation de Londres et de New York. L'autonomie financière progresse, les règles changent. Mais le risque est à la hauteur de l'enjeu. Rester accroché à l'ancien modèle, c'est risquer la stagnation, voire le déclin. Oser l'innovation africaine, c'est choisir la résilience, la souveraineté et peut-être la prospérité collective. Alors, qui écrira la définition du progrès au XXIe siècle ? La réponse pourrait bien surprendre le monde entier. Le vent tourne et les anciens disciples deviennent les nouveaux maîtres du jeu. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Que reste-t-il à inventer pour que le pari africain ne soit pas qu'un espoir, mais une réalité durable ? Le centre de gravité économique bascule, lentement mais inexorablement, vers l'Afrique. Cette réalité s'annonce à qui veut bien la voir, bousculant les certitudes d'un monde accroché à ses gloires passées. En France, l'alarme résonne désormais chaque matin. Celle qui fut championne de la rigueur budgétaire s'enfonce dans une dette vertigineuse. Plus de 3 400 milliards d'euros. Ce chiffre dépasse la richesse totale de bien des nations africaines. Ce n'est pas qu'une statistique, c'est l'épitaphe d'un modèle épuisé, le signe que l'Occident n'est plus le seul arbitre du progrès. À Paris, la panique s'installe, prisonnière de contradictions devenues insurmontables. Pendant ce temps, à Dakar, à Lagos, à Kigali, des voix s'élèvent. Pourquoi rester à la remorque d'un maître qui a perdu le cap ? Pourquoi sacrifier la jeunesse africaine sur l'autel d'une discipline que l'Europe ne respecte même plus ? La crise européenne ouvre des brèches. Sur le continent africain, chaque turbulence débloque de nouveaux possibles. Loin de se contenter d'appliquer des recettes dictées par la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international, des nations africaines osent inventer leurs propres solutions. Elles tracent un chemin inédit, fait d'adaptation, de créativité, de transformation. Le choix se dessine, crucial. S'accrocher à l'illusion du passé ou reconnaître le renversement à l'œuvre. Refuser de voir, c'est passer à côté de la plus grande opportunité de notre génération. Briser le cycle de dépendance, investir dans la vie, bâtir une souveraineté nouvelle. Ceux qui détourneront le regard perdront plus qu'un rang dans les classements économiques. Ils risquent de sacrifier l'avenir de leurs enfants, de dilapider leur capacité à décider, à préserver leur autonomie, à écrire eux-mêmes leur histoire. Le danger suprême, c'est de s'enfermer dans l'aveuglement. La révolution silencieuse ne demande pas la permission de Paris ni celle de Bruxelles. Elle avance, ici et maintenant, dans chaque ville, chaque village, chaque projet africain qui ose défier les règles anciennes. L'Afrique tient la boussole,
et le monde commence à suivre son orientation. La vraie question n'est plus « qui commande ?», mais bien « qui saura voir la vérité, s'adapter et saisir cette chance historique qui s'offre à nous ?» Mais pour bien saisir l'ampleur de ce basculement, il faut plonger dans l'histoire, mettre en lumière les racines profondes de la dette française et les ressorts de la résilience africaine. Remontons le temps, à l'aube de la Ve République. La France, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, s'est reconstruite sur la promesse du progrès partagé. Les 30 Glorieuses, ces 30 années d'expansion ininterrompue, ont masqué les premiers signes d'épuisement du modèle. Dans les années 70, le choc pétrolier frappe l'Europe de plein fouet. L'inflation explose, la croissance ralentit. Plutôt que d'adapter son modèle, Paris préfère emprunter pour maintenir le niveau de vie. C'est là que s'enclenche la spirale qui nous mène à la situation actuelle. Année après année, les déficits s'accumulent, chaque gouvernement repoussant la facture au suivant. En 1981, l'arrivée de la gauche au pouvoir entraîne une nouvelle vague de dépenses sociales. Puis chaque alternance politique, qu'elle soit de droite ou de gauche, ajoute sa pierre à l'édifice du surendettement. Les années 2000 voient l'entrée de la France dans l'euro. Les critères de Maastricht imposent alors des limites claires. Déficit public sous 3% du PIB, dette sous 60%. Mais ces règles, strictes sur le papier, sont sans cesse contournées. À chaque crise, bulle financière, crise bancaire, pandémie, l'Europe ferme les yeux sur les écarts français. On justifie l'exception, on repousse la réforme. La France devient adepte du « en même temps » budgétaire, promettre l'austérité, mais dépenser sans compter. Cette contradiction permanente finit par affaiblir la confiance, tant des citoyens que des marchés internationaux. Prenons un exemple concret. En 2009, la crise de la dette grecque menace l'ensemble de la zone euro. Paris tonne contre les excès d'Athènes, prône la rigueur, impose des plans de sauvetage assortis de coupes budgétaires draconiennes. Mais dans le même temps, la France ne respecte pas elle-même les critères qu'elle exige de ses voisins. Le double standard s'installe durablement, alimentant la défiance entre le nord et le sud de l'Europe. La pandémie de Covid-19 vient révéler l'ampleur de cette hypocrisie. En 2020, la France débloque en quelques semaines plus de 100 milliards d'euros pour soutenir entreprises et ménages. Les plans « quoi qu'il en coûte » se multiplient, l'État garantissant salaires, loyers, crédits. Cette stratégie évite un effondrement économique immédiat, mais creuse un gouffre financier dont les générations futures paieront la note. À titre de comparaison, les budgets alloués à l'éducation ou à la transition écologique paraissent dérisoires face aux sommes englouties dans le remboursement de la dette. Le poids des intérêts devient insupportable. En 2024, la charge annuelle dépasse 70 milliards d'euros. C'est plus que le budget de tous les ministères régaliens réunis. Pendant ce temps, les infrastructures vieillissent, les hôpitaux manquent de personnel, les écoles ferment des classes. Le modèle français, jadis source d'admiration, s'effrite sous nos yeux. Face à cette réalité, les appels à la réforme se multiplient depuis des décennies. Mais chaque tentative de correction bute sur la résistance sociale. Souvenez-vous des manifestations contre la réforme des retraites, des grèves à répétition, des gilets jaunes. Le pays semble incapable de choisir entre la rigueur et la solidarité, l'investissement et la dépense courante. C'est la paralysie du compromis permanent. Dans ce contexte, l'Afrique donne une leçon inattendue. Prenons le cas du Rwanda. Sorti d'un génocide atroce il y a à peine 30 ans, le pays a bâti une stabilité économique impressionnante. Le gouvernement a misé sur l'éducation, la santé et la technologie. Aujourd'hui, Kigali est un hub régional pour les startups, la biotechnologie et l'innovation numérique. L'accent est mis sur la création de valeur locale, l'intégration régionale et le renforcement du tissu productif. Les résultats sont tangibles. Croissance solide, réduction de la pauvreté, montée en gamme dans les chaînes de valeur mondiale. Le Ghana, autrefois dépendant des fluctuations du prix du cacao, a fait le choix d'investir dans la transformation locale. De grandes usines de chocolat voient le jour, les coopératives agricoles montent en puissance, la chaîne de valeur s'enrichit sur place. Cette stratégie crée des milliers d'emplois et augmente les recettes fiscales. Le pays diversifie ses exportations,
réduit sa dépendance aux matières premières brutes et stabilise son économie. Le Kenya, de son côté, mise sur la technologie et l'inclusion financière. Le système M-Pesa, pionnier du paiement mobile, a révolutionné l'accès aux services financiers pour des millions de personnes. Les taux de bancarisation grimpent, les petites entreprises prospèrent et l'économie informelle se formalise petit à petit. Ce modèle attire l'attention du monde entier, y compris des institutions européennes. La zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, lancée en 2021, représente un tournant historique. Elle ambitionne de créer le plus grand marché intégré du monde, avec plus d'1 milliard de consommateurs. En facilitant la circulation des biens, des services et des capitaux, elle offre de nouvelles opportunités aux entreprises africaines. Les barrières tarifaires tombent, les chaînes logistiques se réorganisent, les investissements intra-africains explosent. Cette dynamique renforce l'autonomie du continent et réduit sa vulnérabilité face aux chocs extérieurs. Mais la route est semée d'embûches. L'Afrique doit composer avec des défis immenses, infrastructures insuffisantes, poches d'instabilité, pression démographique, changement climatique. Pour y faire face, les gouvernements multiplient les initiatives. Au Maroc, d'immenses fermes solaires voient le jour dans le désert. L'énergie produite alimente villes et industries locales, tout en positionnant le pays comme exportateur vers l'Europe. En Côte d'Ivoire, des programmes de formation accélérés permettent aux jeunes d'acquérir des compétences recherchées sur le marché du travail. Au Sénégal, l'accent mis sur l'agriculture durable a permis de réduire les importations de céréales et de renforcer la sécurité alimentaire. L'exemple du Botswana est tout aussi éclairant. Ce pays, longtemps considéré comme un désert économique, a su transformer la rente diamantifère en moteur de développement. Comment? Grâce à une gestion prudente des revenus, à la création d'un fonds souverain et à l'investissement massif dans l'éducation et la santé. Résultat, stabilité politique, croissance soutenue et un des indices de développement humain les plus élevés du continent. Pour s'affranchir de la tutelle financière extérieure, de nombreux pays africains innovent dans le financement de leur développement. Les obligations souveraines émises en monnaie locale se multiplient. Les banques régionales, comme la Banque africaine de développement, jouent un rôle croissant. Les fonds de pension nationaux investissent dans les infrastructures, l'énergie ou l'agriculture. Cette diversification des sources de financement réduit la dépendance aux marchés internationaux et offre une plus grande marge de manœuvre aux décideurs. La question du franc CFA, symbole de la domination monétaire française, est également au cœur du débat. Plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre ont lancé des discussions pour sortir du système et créer leur propre monnaie régionale, l'ECO. L'enjeu est de taille. Reprendre le contrôle de la politique monétaire, adapter les taux d'intérêt aux besoins locaux et favoriser l'investissement productif plutôt que la seule stabilité des prix. Ce débat, jadis tabou, est aujourd'hui porté par la jeunesse, les économistes et les décideurs politiques. L'éveil africain ne se limite pas à l'économie. Sur le plan culturel, artistique et technologique, le continent rayonne de plus en plus. Les industries créatives, musique, cinéma, mode, connaissent un essor remarquable. Des artistes comme Burna Boy, Angélique Kidjo ou Youssou N'Dour sont devenus des icônes mondiales. Les plateformes de streaming africaines concurrencent désormais les géants américains. Cette renaissance culturelle accompagne la montée en puissance économique, renforçant la confiance collective et l'estime de soi. Sur le terrain diplomatique, l'Afrique affirme de plus en plus son autonomie. Les alliances se diversifient, les partenariats sud-sud se multiplient. La Chine, l'Inde, la Turquie, le Brésil investissent massivement sur le continent, apportant financement, technologie et savoir-faire. Cette diversification des partenaires réduit le poids des anciennes puissances coloniales et offre aux gouvernements africains un éventail plus large de choix stratégiques. Cette nouvelle donne géopolitique inquiète les capitales occidentales. En France, le débat fait rage sur la perte d'influence en Afrique. Les bases militaires ferment, les contrats miniers sont renégociés, les grandes entreprises françaises voient leur part de marché reculer. Les manifestations anti-françaises se multiplient dans certaines capitales africaines, signe d'un ras-le-bol généralisé. L'heure n'est plus à la tutelle, mais au partenariat d'égal à égal. Ce renversement des rapports de force
et porteur d'espoir, mais aussi de risques. L'Afrique doit veiller à ne pas répéter les erreurs du passé. Dépendance excessive à de nouveaux partenaires, fuite des capitaux, corruption, accaparement des terres. La gouvernance, la transparence et la participation citoyenne sont les clés d'un développement durable et inclusif. De nombreux pays l'ont compris et investissent dans la digitalisation de l'administration, la lutte contre l'évasion fiscale, la formation des élites dirigeantes. Le numérique, justement, est un accélérateur de cette transformation. FinTech, Agrotech, EdTech. Les startups africaines inventent des solutions adaptées aux réalités locales. En Ouganda, des applications mobiles permettent aux agriculteurs de suivre les cours des marchés, d'accéder à des microcrédits et d'optimiser leurs récoltes. Au Nigeria, des plateformes de e-learning ouvrent l'accès à l'éducation pour des millions d'enfants, même dans les zones rurales reculées. Au Sénégal, la télémédecine réduit les distances entre patients et médecins, sauvant des milliers de vies chaque année. Pour accompagner cette révolution silencieuse, la diaspora africaine joue un rôle moteur. Investissement direct, transfert de compétences, mentoring. Les Africains de l'étranger participent activement à l'essor du continent. Ils créent des ponts entre les marchés, attirent les investisseurs, diffusent les bonnes pratiques. Leur engagement est un atout précieux, souvent sous-estimé par les analystes occidentaux. Mais l'Afrique n'est pas seule face à ces défis. Les institutions internationales commencent à changer de posture. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, autrefois chantres de l'austérité, parlent désormais de développement inclusif, de croissance durable et de justice sociale. Les conditionnalités des prêts sont assouplies, les approches se veulent plus participatives. Ce changement, bien qu'encore timide, témoigne d'une prise de conscience mondiale. La réussite du continent africain est dans l'intérêt de tous. Face à ce panorama, la France doit repenser sa place dans le monde. Plutôt que de s'accrocher à un magistère économique déclinant, elle gagnerait à s'inspirer des dynamiques africaines. Coopérer sur un pied d'égalité, investir dans la jeunesse, soutenir l'innovation, valoriser la diversité des talents, voilà les chantiers d'avenir. L'heure n'est plus aux leçons, mais à l'écoute et au partage d'expériences. En conclusion, la question n'est plus de savoir qui a raison ou tort, qui détient la vérité ou l'autorité. Il s'agit de bâtir ensemble un futur où chaque continent, chaque nation, chaque citoyen aura voix au chapitre. Où la dette ne sera plus une prison, mais un outil au service de la vie. Où la souveraineté ne rimera plus avec isolement, mais avec coopération, solidarité et créativité. La France et l'Afrique, jadis liées par une histoire de domination et de dépendance, ont aujourd'hui l'opportunité de réinventer leurs relations. C'est un pari risqué, exigeant, mais porteur d'une promesse immense. Celle de voir naître enfin un monde où le progrès ne sera plus l'apanage de quelques-uns, mais l'horizon commun de tous. Alors, qui mérite le titre de professeur d'économie ? Peut-être est-il temps de reconnaître que la sagesse réside autant dans l'audace de l'élève que dans l'humilité du maître. Peut-être est-il temps aussi d'ouvrir un nouveau chapitre, où chacun pourra apprendre de l'autre pour bâtir une prospérité partagée et durable. La dette française, loin d'être une simple affaire de chiffres, interroge nos choix collectifs, notre capacité à anticiper, à nous adapter, à innover. L'Afrique, en inventant ses propres voies, rappelle au vieux continent que la vitalité, l'espoir et la résilience ne se décrètent pas. Ils se construisent, jour après jour, dans l'action, la confiance et le courage. C'est là, sans doute, la leçon la plus précieuse de ce 21e siècle naissant. Et si l'on tend l'oreille, on entend déjà, dans le tumulte du monde, le murmure puissant d'un renversement. L'histoire se fait à présent, et chacun est invité à y prendre part. La question de départ se referme, non par une réponse définitive, mais par une invitation à regarder autrement, à penser autrement, à agir autrement. Le vrai professeur d'économie n'est plus celui qui impose des dogmes, mais celui qui accompagne l'émergence de solutions nouvelles, adaptées, solidaires. Levez les yeux, ouvrez grand les oreilles et les cœurs, le monde change. Le centre de gravité bascule, l'Afrique avance, la France s'interroge. L'avenir, lui, n'attend plus.